Bonjour, bienvenue à Pas sorti du bois et voici la 4e partie de la série sur les sentiers de la hard rock. La Hard Rock 100 est probablement la course la plus difficile d'ultra qui existe dans le monde. À la Hard Rock, tu fais partie de la chaîne alimentaire. I'm so excited that Hard Rock gets to happen this year. La série sur les sentiers de la hard rock est présentée par NAC, la référence en nutrition pour sport d'endurance. Là, j'ai le goût de vous parler de leur mélange pour boissons Ultra Énergie, la solution pour ingérer des calories liquides le plus facilement possible. Mélangé dans 500 ml d'eau, leur drink mix te donne 250 calories, 55 g de glucides, 8 g de protéines, 650 mg d'électrolytes et 1300 mg de BCAA. Et comme NAC est toujours à la recherche d'amélioration puis d'optimisation de ses produits, la nouvelle recette de mélange pour boisson contient de la protéine de canola en remplacement de la protéine de soya et de pois pour apporter un profil plus large d'acides aminés. Et aussi, nouveauté, ça contient du palatinose en remplacement de la farine d'avoine. Ça, le palatinose, c'est un sucre issu de la betterave qui est progressivement absorbé par l'organisme, ce qui entraîne une baisse moins prononcée de la glycémie. Puis tant qu'améliorer le produit, la nouvelle recette de Drink Mix se dilue encore mieux dans l'eau. Bref, c'est le meilleur produit sur le marché puis ça vient en 3 saveurs, lime, melon d'eau et bouillon salé. Pour essayer ça, va sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. You're now a hard rocker. Yes, you're now a hard rocker. Yeah. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 4e partie de la série sur les sentiers de la hard rock. Si vous entendez du bruit derrière, en fait, c'est l'excitation dans le gymnase de l'école ici à Silverton parce qu'on s'apprête à avoir le media briefing, donc les règles d'or de toutes les personnes qui, comme moi, couvrent la course d'un point de vue médiatique. Je ne savais pas qu'un jour, Pas sorti du bois allait devenir un média officiel avec une accréditation qui allait couvrir la plus belle course au monde qui est la hard rock, mais je trouve ça vraiment, vraiment trippant. Un peu plus tôt aujourd'hui, donc on est jeudi, un peu plus tôt aujourd'hui à midi, c'était le briefing pour les coureurs et maintenant c'est au tour des médias. On est dans le gymnase de l'école secondaire, puis j'ai entendu des statistiques assez drôles parce que, tu sais, Silverton, c'est un petit village de 700 habitants et j'ai su qu'à l'école ici, il y a 63 élèves, mais du primaire au secondaire, il y a même des années comme l'an dernier où il n'y a personne qui a gradué parce qu'il y avait juste personne qui était de niveau senior ou high school, donc secondaire 5 pour les Québécois qui écoutent. Petit fait inusité que j'avais le goût de vous partager, ça me fait bien rire. On est la veille de la course, donc on est le jeudi 11 juillet. L'excitation se sent à la grandeur de Silverton. Hier soir, on a eu la chance avec Richard, avec l'équipe autour de Richard, on était une petite gang de Québécois qui ont fait un Trivia Night, donc une soirée quiz qui était animée par Dale Garland, qui est le directeur de course de la Hard Rock. C'est vraiment très drôle qu'à moins de 48 heures du départ de sa course, la plus grosse journée de l'année, il soit là à animer un quiz night, une soirée de quiz. Donc, on a fait une performance respectable. Vous allez voir, on en parle plus tard dans l'épisode. Donc, vous allez voir, on en parle un peu plus tard dans l'épisode. Vous allez voir aujourd'hui, on retrouve des voix que vous connaissez très bien parce que ce sont les deux personnes qui sont apparues le plus souvent à Pas sorti du bois. Je parle bien sûr de Richard Turgeon, la légende, et Marianne Hogan, qui détient le record du plus grand nombre de participations au podcast. Donc, deux voix que vous connaissez vraiment très bien. C'est très intéressant de jaser avec Richard qui s'apprête à courir l'événement et Marianne qui s'apprête à le pacer pour Camille Brouillard. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec mes deux invités chouchous de Pas sorti du bois. Donc, voici d'abord Richard et ensuite Marianne Hogan. Ciao tout le monde! Richard Turgeon, on est enfin à Silverton. On a parlé de cette ville-là, on a parlé de cette course-là des dizaines de fois devant micro et derrière micro. Ah ouais. Là, on est à même pas 24 heures du départ. Comment tu te sens?
Ah, écoute, je capote. Ouais. Est-ce que tu veux un rêve de coureur en ce moment? Ben, ça fait des années qu'évidemment, là, que je veux venir ici. Puis, en fait, j'étais venu en pèlerinage, comme je t'ai déjà dit, mais tu sais, genre une demi-journée juste pour voir la roche puis voir la ville. Mais l'ambiance de la course, tu peux en témoigner, c'est quand même très, très unique, là. C'est comme c'est gros, mais en même temps, c'est petit, tu sais, c'est très familial, je dirais. C'est très authentique aussi, le village. C'est un village un peu touristique l'été, mais ça reste très authentique. Là. Mais pas tant. Fake, là, pas tout. Non, c'est la vraie affaire. Là. Non, pis ça fait quoi, 48 heures que toi, ça fait longtemps que t'es là, mais ça fait 48 heures, moi, je suis arrivé, on se promène, on a pris quelques bières, on s'est vu, on a mangé autour, puis chaque fois que tu tournes, tu reconnais des coureurs. Ouais, en tant que fan du sport, je sais que toi aussi t'es un fan de sport. T'as pris des photos avec Courtney, avec Zach. Hier, on avait le trivia. Pizza à côté de Dakota. Dakota Jones. On faisait un trivia night hier organisé par Dale Garland, le directeur de course. Puis à la table à côté, on faisait des jokes avec Dakota Jones. Puis Martina, ma soeur qui était là aussi. C'est ça. On est dedans. C'est vraiment malade. Ouais. Je veux dire, ça fait 2 semaines et demie que t'es au Colorado. T'étais là pour t'acclimater. On en avait parlé en masse dans les épisodes. Là, on avait la théorie. En pratique, comment ça se passe, l'acclimatation? Ben, ça a été tough au début, là. Toutes les fois que je suis en altitude, habituellement, ça se passait bien. Puis là, la première semaine que je suis arrivé à Leadville, j'ai fait les 4 premiers jours, j'ai fait 3 sommets de 14 000 pieds. Puis je pense que c'était trop. Tu sais, je me trouvais comme pas en forme, mais bon, tu le sais, là. Mais t'as beau le savoir, ça donne... Au niveau de la confiance en soi, c'était pas facile. Puis mais là, tu sais, après, ça fait 2 semaines et demie là, que je suis en altitude. Puis là, ça va vraiment mieux. Okay. Tu sais, c'est pas comme courir au niveau de la mer, mais quand même, je sens que je vais survivre. Okay. Ouais, là, j'ai eu un petit peu d'anxiété, là, de me dire, tabarnouche, c'est gros. Pourtant, j'en ai fait des courses de 100 000 avant, là, ça reste que j'en ai fait des parcours semblables, mais l'altitude, hein, ça joue dans la tête. Mais là, comme je me sens acclimaté et tout ça, là, le niveau de confiance a remonté, puis là, j'ai comme vraiment hâte. Là, je pourrais partir là. Écoute, c'est presque ça, parce que là, on est jeudi midi, ça part vendredi matin. On est avec tes 2 pacers depuis 2 jours, Michael et Francis. Est-ce que là, vous avez eu un briefing tantôt, là, vous avez un autre briefing de course à midi qui est obligatoire. Est-ce que votre plan de match a un peu changé? Est-ce que c'est toujours le même plan de match que vous nous aviez parlé au podcast? Ouais, ça va être le même plan de match finalement. On a hésité à morceler la portion. La deuxième portion, c'est là que j'ai le droit à un pacer. Puis Francis faisait la première moitié, Michael la deuxième. Puis là, maintenant, on a pensé le diviser en 3-4 morceaux. Mais c'est parce qu'ici, le parcours est tellement sauvage, il y a tellement pas de chemin d'accès. Ça prend littéralement un Jeep 4x4 puis quelqu'un qui sait le conduire pour naviguer. C'est pas facile, là. C'est très sauvage, là. Tu l'as vécu parce que hier, j'ai interviewé Chris Twiggs, c'est grâce à toi qu'on a pu interviewer Chris Twiggs, puis il organise des tours dans les semaines avant, des hikes, puis je pense que vous êtes monté à Handy's Peak, qui est le point le plus haut, puis ça a l'air que c'était une ride de Jeep assez intense. C'est ça, je suis monté avec Chris dans sa petite Jeep verte, là, puis la Handy's Peak, c'était 1h15 de route pas facile, là. Tu croises un autre, tu sais, c'est des routes à une voie, là, fait que faut que tu te tasses, là, des fois tu te tasses, c'est un précipice, là. Ouais. Ouais, non, je pense que pour que quelqu'un qui crew ici, faut qu'il sache conduire, faut qu'il ait le véhicule qui s'apprend, puis il faut qu'il sache conduire ce véhicule-là. C'est pas évident. Mais il y a 2-3 points qu'il y a des routes, là, mais c'est quand tu prends la route, ça veut dire que c'est 5 heures de route plutôt qu'un chemin de gravier pendant 1 heure, mais pour faire ce chemin de gravier-là, ça implique des risques, puis ça prend le véhicule qu'il faut, là. Oui, c'est ça, puis on parlait avec beaucoup de monde qui prépare la course. On a croisé Fanny, Mylène, des Québécoises qui vivent dans l'Ouest, qui crew, qui pace. Ça a l'air d'être un peu le degré de difficulté supplémentaire comparé à plein d'autres 100 000, plein d'autres courses de trail. Ici, la logistique du crew est hyper complexe parce que c'est une longue portion. Le crew peut le faire, le pacing peut se faire, mais même le crew, il y a des accès où tu as le droit de l'avoir, d'autres que tu n'as pas le droit. Ouais. Mais même les endroits où tu as le droit, c'est hyper complexe à rendre. Puis même qu'une fois que tu es sur le parcours, l'autre chose, c'est qu'il y a pas de réseau cellulaire. Fait que de savoir où est coureur ou de parler à d'autres membres de l'équipe, il y a pas beaucoup d'options. Fait que tu sais, ça rend la chose complexe. Mais d'un côté, j'étais habitué de faire des courses sans crew, sans pacer, tout ça. Fait que, juste le fait que Michael puis Francis soient là, c'est déjà un gros plus. Fait que même si c'est pas 100% du temps qu'ils vont être là puis dans toutes les bonnes places, juste qu'ils soient là une couple de places. Puis franchement, on a eu super du fun depuis qu'ils sont ici. On s'est fait vraiment des belles hikes puis on a bien rigolé, là. Ah ouais. Parlons-en parce que ça fait 2 semaines et demie, tu le disais, t'es descendu depuis Gatineau ici. Moi, au début, je pensais que c'était dans une van avec un de tes potes. J'ai su que c'était une Prius transformée pour pouvoir camper dedans. Raconte-moi ce périple-là parce que ceux qui suivent Pas sortis du bois assidûment ont vu la IPA, la session IPA se promener de ville en ville. Ceux qui n'avaient pas compris, c'était Richard, l'homme derrière la caméra. Mais parle-nous au-delà
de la bière qui se promène de ce road trip-là à partir de Gatineau? Ouais, ben en fait, moi puis un de mes fils, on a une vanne qu'on a transformée là, pendant la pandémie, mais la vanne est vieille, elle s'appelle Django. Fait que Django, j'étais pas sûr qu'elle ferait le voyage, puis ça me tentait pas d'avoir à dealer avec une vanne qui me casse dans les mains au milieu du Nebraska. Fait que là, ma blonde puis moi, on a regardé des vidéos sur YouTube, puis il y a du monde qui transforme des Prius en camper. Fait que là, on a créé le Prius Palace, ça, c'est le nouveau nom. Puis littéralement, on a enlevé les bandes en arrière, on a construit une plateforme. Puis tu peux dormir, quelqu'un qui mesure 6 pieds, 6 pieds 1, puis nous autres, on est en bas de 5 et 10, là, tu peux dormir dedans. Fait que je suis monté de Montréal avec un ami d'enfance à moi, jusqu'à Silverton. Puis là, avant hier, il a repris l'avion pour retourner au Québec. Puis ma blonde qui était supposée me rejoindre, il y a eu, en tout cas, des problèmes d'avion, tout ça, elle est pas ici, malheureusement, là, mais c'est ça, fait que l'auto, on a fait le voyage en 3 jours. Puis on a des amis à Davenport, en Iowa, où on a dormi une nuit à l'intérieur. Mais sinon, on a dormi comme 12 nuits dans Prius Palace, c'était excellent. À vivre vraiment, parce que tu te promènes dans Silverton, puis tu sens que cette culture-là du trail, tu sais, les images mythiques de 2008, de 2010, avec Anton Krupicka qui vit dans son pick-up, ça a l'air un peu romancé, ça a l'air un peu d'un personnage quand t'es de l'extérieur, tu vois ça, mais ici, on vit vraiment cette culture-là. Je veux dire, partout, c'est des vannes transformées, puis loin d'être ce que vous imaginez d'une van life à 100 000 $ la patente, c'est des affaires, c'est des school bus qui sont transformés. Tu vois que le monde, c'est vraiment une culture ici. Les gens se parquent au trailhead, dorment au trailhead. Puis avant hier, on est allé faire la dernière section du parcours de reconnaissance. Puis à Cunningham, il y avait le boss à Zach Miller. Il y a un minibus blanc là, parqué dans le milieu d'un champ. Puis c'est sa maison. T'sais. Exact. C'est vraiment ça la culture hard rock. Tu l'as dit, t'étais déjà passé à Silverton hors course. Là, de vivre Silverton dans la vibe de la course, est-ce que ça te permet de pas penser ou peut-être stress de la course puis juste de vivre cette ambiance-là de communauté très très forte? Est-ce que t'es focus là-dessus ou tu le vis un peu de stress pour la course, un peu on profite de Silverton? Comment ça se passe les derniers jours avec le stress, l'anxiété et tout ce qui se passe ici, les activités? Ouais, ben écoute, moi je viens pas ici avec un objectif de performance dans le sens, tu sais, je suis pas sur le podium ou rien. Fait que je viens vraiment pour vivre l'expérience. Fait que je pense que dans la semaine qui précède, même avant, il y a plein de trucs organisés là. À tous les jours, il y a des sorties de reconnaissance de parcours. Là. C'est là que j'ai rencontré Chris. Il y avait un Trivia Night hier, tu étais là. On a fini officiellement 4e, je pense. On a quand même une bonne performance. Les questions étaient biaisées pro-américaines. Nous, on était sûr que ça allait être un Trivia Night sur la Hard Rock. Puis là, vous m'écœuriez, vous disiez, bon, le geek, tu vas nous sortir les chiffres. On avait une couple d'autres geeks aussi, tout ancienne batch aussi. Fait qu'on se disait, on va être pas pire. Finalement, pas du tout, c'était des questions générales, mais quand même, on s'en est bien tiré 4e. On dira pas sur combien, mais on a terminé 4e, médaille de chocolat, c'est pas super. C'est pas super, tu sais, comme une des questions, je sais pas si tu te rappelles, c'est lequel dernier président des États-Unis était chauve. Ouais, puis là, en tant qu'il y a 2 chauves, on devrait savoir ça, mais on le savait pas du tout. Enfin, on s'en est bien tiré. On s'en est bien tiré, mais c'était vraiment le fun, puis moi, j'en reviens pas encore quand on était assis à côté de Dakota Jones, puis qu'on y collait des niaiseries, puis là, il nous écœurait parce qu'on était Canadiens. C'est ça la hard rock, tu sais, je veux dire, tu le sais là, j'étais un fan, j'étais un geek de ce sport-là, puis ces gens-là, je les suis, puis je le disais dans l'épisode d'hier que ces gens-là m'impressionnent beaucoup plus que si je rencontrais Justin Trudeau ou Taylor Swift. Mais là, c'est ça qui est le fun ici, c'est que tout le monde vit la même vibe, puis on sent pas du tout que les élites ont leurs événements privés de leur bar, puis que la plèbe a ses événements pour la plèbe. Tout le monde se mélange, tout le monde vit la montagne de la même façon, puis tout le monde trippe à l'approche de ce départ-là. Ouais, je te dirais que j'ai fait la Western States en 2018, puis c'était un peu le même genre de vibe. C'est un peu plus gros, Western States, mais t'as quand même une concentration des élites de notre sport, les vedettes, puis t'es là, puis il y a pas tant de monde que ça, fait que tu prends une bière à côté de quelqu'un qui fait le podium avec toi, tu jases avec Zach Miller. C'est parce que là, t'as rencontré Zach et Courtney. La rumeur veut que c'est Courtney qui a voulu prendre une photo avec toi. C'est ce que Francis Picard nous disait. Ben écoute, ouais, c'est une rumeur. Et on n'est pas obligé de la démentir, on peut juste laisser planer que Courtney, quand elle a vu Richard, a fait « je veux une photo ». Je peux pas contredire mon pacer, c'est contre les règles. Je pense que c'est ça, c'est contre les règles. C'est ça. Là, t'as reconnu une portion du parcours, t'es allé à Handy Speak. Est-ce qu'il y a en fait, je te pose une question double. C'est quoi le moment de la course que t'as le plus hâte de vivre, la portion? Puis c'est quoi celle que tu redoutes le plus? Ben, ce que je redoute, c'est pas une portion du parcours, c'est la météo. Ça reste un territoire où il peut facilement avoir des orages, la grêle. Puis quand on est allé à Handy Speak, on l'a fait de jour. Parce que là, je vais faire de nuit pendant la course. Fait que c'était le fun de le faire de jour puis voir de quoi ça va. C'est vraiment un endroit magnifique. Mais même s'il faisait soleil puis on était en plein jour, il ventait beaucoup puis il faisait quand même peut-être, tu sais, le feeling genre 0 plus 5, là. Fait que passer là de nuit,
à noirceur, puis s'il vente autant, puis il pleut, tu sais, il y a eu des cas d'hypothermie, il y a eu la météo peut être. Fait que c'est plus la météo que je tu sais, j'ai rajouté du stock là dans mon bagage, j'ai mon petit duvet, j'ai un manteau qui est 100% perméable. Le prépare au pire. Ouais, je pense qu'il faut se préparer. J'écoutais l'entrevue avec Caroline Chavreau, tu sais, qui elle l'a vécu rough, là. Ça m'a fait repenser que faut que je mette plus de couches que pas assez là. Ouais, c'est ça. Ben, ça reste que c'est les hautes montagnes. Tu l'as vécu avec le tort du glacier, tort des glaciers, le tort des géants. Je pense que c'est des environnements où la météo peut être magnifique, puis à un moment donné, en 15 minutes, tout change, puis là tu te retrouves pris au dépourvu. Puis je sais pas si on en a parlé au podcast, mais j'avais entendu des entrevues où justement où François Den parlait de sa Hard Rock en 2021, puis il disait que Dylan Bowman le rattrapait toujours parce que lui prenait le temps de se changer. François Den se changeait au début de la montée, à la fin de la montée, avant de descendre, puis Dylan Bowman qui était à sa poursuite le rattrapait toujours. Mais au final, François finit 45 minutes devant Dylan. Il y a plein d'autres choses probablement qui ont contribué à cet écart-là, mais ça demeure que lui gérait sa course intelligemment, il faisait sa course en pensant à changer ses vêtements. Puis des fois, on se dit regarde, c'est juste un petit col, il va faire fret pendant 5 minutes, je vais le toffer, puis je vais traverser, puis je vais être bien en descente. Mais je pense que dans un environnement comme ici, le 2 minutes que tu perds à mettre ton manteau peut vraiment changer ta course. Ouais, absolument. Surtout que tu sais, quand t'es fatigué, t'es un petit peu hypoglycémique, tu peux tomber en hypothermie assez vite. Puis ça peut être pas le fun. Là. Fait que au moins cette portion-là, on va être deux. Tu sais, je vais avoir Francis qui va être avec moi la première nuit, puis Michael, j'espère qu'on va pas faire la deuxième nuit. Là. On devrait, si tout va bien, on va finir avant que le soleil se couche. Là, mais non, mais fait que c'est ça, pour répondre à ta question, c'est plus ça. Mais le parcours, écoute, j'ai vu 3 portions du parcours, c'était extraordinaire les 3. Puis quand on a fait la dernière section à Cunningham, j'étais avec un gars qui l'a fait là, genre 10 fois. C'est ça qui est le fun aussi de ces sorties, tu rencontres plein de gens excellents. Puis là, on regardait au loin des montagnes où ce qu'on va passer, puis il disait ça c'est vraiment le plus beau bout du parcours. Je dis comme vraiment c'est plus beau qu'ici, tu sais. Y a-tu un bout de pas bon, tu sais? Puis il me dit il réfléchit, il dit en partant d'Ouray, c'est moyen pendant 5 minutes. C'est un parcours top, là. C'est spectaculaire à tout point de vue, partout. C'est très sauvage. On a vu, comme ce matin-là, on a vu des coyotes. Ah ouais. On a vu plein de wapitis. Des marmottes en masse, là, tu sais. Il y a beaucoup de nature. C'est ça la beauté de la course aussi, c'est l'aspect très sauvage. Sébastien Chagnot dit dans l'intro de l'épisode, fait partie de la chaîne alimentaire, faut faire attention, mais faut faire partie de la chaîne alimentaire. Exact, mais il faut quand même en avoir conscience. On parlait de gear, c'est l'heure du segment gear présenté par On. La question est très simple, Richard. Je veux pas te vieillir, mais ça fait longtemps que tu fais ça, ce sport-là. T'as vu, je pense, le gear changer avec le temps. T'as vu certaines évolutions. Selon toi, c'est quoi la technologie qui est arrivée dans le trail, dans le plein air, dans les dernières années qui a changé ta vie? Les GPX, pour s'orienter. Là, comme on arrive d'une réunion là, du parcours, puis il y a 10 ans, quand les montres GPS n'existait pas trop, les parcours GPX. C'est là, s'orienter, le parcours, à l'heure là, qui est pas super bien balisé, là, on s'entend, c'est le mot d'ordre. Mais, quand tu montes avec le parcours dessus, tu peux pas vraiment. J'ai fait le tort des glaciers qui était 90% non balisé, puis ça m'a comme donné confiance qu'avec la montre puis le téléphone, c'est pas trop un souci. Là. Fait que je pense que ça a eu un impact. Il y a eu des impacts négatifs à ça aussi parce que les GPX, ça fait que les gens s'aventurent dans plein d'endroits où ils devraient peut-être pas. Là, mais pour dans le cadre d'une course, c'est sûr que je pense qu'un coup de GPX sur ta montre, ton téléphone, à moins de manquer de batterie, là, c'est dur de se tromper, absolument. Okay. Là, est-ce que tu as une demande spéciale pour Ouray? Parce que moi, je vais être là, tu vas être à 45 miles à ce moment-là. As-tu une demande spéciale? Il y a un gars, un animateur de podcast que j'aime bien, qui m'a déjà il m'a dit qu'il m'offrait une crème glacée. On confirme, on continue avec la crème glacée. Là-dessus, c'est ça. À 24 heures du moment où tu vas passer à Ouray, j'aurai une crème glacée pour toi, Richard. C'est une promesse. OK. J'ai bien hâte de la manger. Dernière chose, Richard, avec plusieurs invités, j'ai le segment bière d'après-course présenté par Noctem. T'as été celui qui a amené ces bières-là ici. Dans la batch de bières que tu transportais, je t'avais dit, il y en a 2 pour toi, mais je t'ai menti. Il y en a 3 pour toi. Je tenais quand même à notre entrevue ensemble à t'en donner une. Puis là, je suis allé avec quelque chose que je sais qui va te plaire. Je suis allé avec une double IPA qui s'appelle Montrer les crocs. Je me dis, on est dans la chaîne alimentaire ici. On espère que tu n'auras pas de crocs qui vont s'offrir à toi pendant la course, mais je pense que tu vas mériter au minimum une bonne grosse double IPA de Noctem après la course. J'espère la savourer avec toi, avec mon buckle entre les mains.
Je suis certain de ça. Richard, je te souhaite de t'amuser. On va te suivre. On va certainement se reparler, enregistrer des petits moments où tu sauras pas que je t'enregistre, mais pendant que je te donne ta crème glacée, il y a peut-être un micro d'ouvert. Tu feras attention à ce que tu dis. Ça se peut que tes pacers essaient d'enregistrer quelque chose. Je sais pas. Je blague, mais bonne course, amuse-toi. Vis ton rêve de Hard Rock avec pleinement pendant ces 160 et quelques kilomètres. Ah, t'es bien gentil, Yannick. Puis j'espère que toi aussi t'en profites. Mais en fait, je le sais que t'en profites. Ça paraît dans ta face. Là, comme, je pense que n'importe qui s'intéresse au trail, il faut qu'il fasse un pèlerinage ici. Là. C'est comme un musulman aller à la Mecque ou un catho aller à Rome. Là. Ouais, je pense qu'avoir un dossard, c'est complexe. C'est pas à la portée de tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui veut se taper des qualifiers, mais en tant que fan de trail, de venir vivre cette ambiance-là, c'est quelque chose qui peut être sur une bucket list de beaucoup de monde. En tout cas, moi, je le recommande chaudement. Ah ouais, absolument. Good. Merci, Rich. Merci beaucoup, Yannick. À bientôt. On est partenaire de la série et s'assure qu'on soit bien habillé et bien chaussé pour profiter du Colorado. On parle souvent des espadrilles On, mais l'équipementier suisse offre une vaste sélection de produits, dont sa veste d'hydratation Ultra Vest. Une veste hybride qui peut se transformer en format 5 litres ou 10 litres selon l'utilisation. Et dans la continuité de ses activités de préservation de l'environnement, la veste est faite à 85% de matériaux recyclés. Pour trouver les produits On, ça se passe chez ta boutique de course préférée ou sur le on.com. Le partenaire voyage de la série est l'équipe Simpson, le regroupement de courtiers hypothécaires de l'ultramarathonienne Stéphanie Simpson qui fait partie de la grande famille Multiprêt Hypothèque. On le sait, en course et en sport d'endurance, l'anticipation et la préparation sont essentielles pour atteindre nos objectifs. Mais saviez-vous que pour acheter une propriété et contracter un prêt hypothécaire, c'est exactement la même chose? Que votre objectif soit à court ou moyen terme, c'est maintenant que vous devriez contacter Stéphanie et son équipe d'experts. Pour les découvrir et pour prendre rendez-vous, ça se passe au équipesimpson.com. Marianne, bienvenue à Pas sorti du bois. Première fois qu'on enregistre à Silverton. Ouais. Avec des montagnes autour de nous, c'est vraiment beau. Ouais, c'est pas pire. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. Ça fait un petit bout que t'es dans le coin. Depuis combien de temps t'es au Colorado? Je suis au Colorado depuis le 19 juin. J'en ai bien profité. Ouais. Puis on a hâte là, de venir à bout de la raison pour laquelle on est ici demain. Là. Le départ à 6 heures, on est pas mal excités. Là, on est vraiment proche. Là, on est jeudi midi. Fait que dans même pas 24 heures, c'est le départ de la Hard Rock. Je viens de parler avec Richard. Il était fébrile. Toi, t'es pacer dans ce cas-ci, mais je pense qu'il y a une fébrilité dans l'air. Comment tu te sens à l'approche de ça? Ben, il y a une grosse fébrilité pour moi aussi. Là. Je pense que c'est une grosse responsabilité quand même être pacer. Puis je suis pas pacer juste pour 30 km. Donc j'ai un bon 80 km à courir avec Camille. Et donc ça va être une portion costaude aussi. On monte quand même élevé. Ouais. Je pense que Richard a dû être un peu fébrile à l'idée de monter Handy Speak. Puis c'est quelque chose que je vais faire aussi. Donc j'ai très hâte de voir aussi qu'est-ce que Camille va être capable de faire là, dans la course demain. Ah oui, Camille, c'est une des favorites pour cette course-là. Camille, c'est une fille qui a un gros background. Ça fait longtemps qu'elle est dans le sport. Ça fait longtemps qu'elle performe vraiment très bien. Tu la connais bien. Ça fait longtemps que vous entraînez ensemble. Là, ça fait quasiment un mois que vous êtes ensemble. Comment tu la sens? Est-ce qu'elle est prête? Oui, je la sens très prête. Je pense que, comme tout le monde, il y a un petit peu de fébrilité, effectivement. Un peu de stress, mais du bon stress. Je pense que c'est nécessaire. On prend quand même les choses sérieusement. Même si on y amène de la légèreté, ça vient quand même un honneur d'une vie pour certains de faire de prendre le départ de la Hard Rock. Donc, c'est pas quelque chose qu'elle prend nécessairement à la légère, mais les sensations sont très bonnes. Et puis, je pense qu'elle est très, très en forme. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire là. C'est une belle bataille. Ouais. T'es là depuis le 19 juin. Ça a été quoi votre itinéraire? Qu'est-ce que vous avez fait qui a mené jusqu'à la soft truck? Là? On vole le punch, mais j'ai parlé avec Ludo hier. Il nous a parlé de votre soft truck ensemble. Mais quand vous êtes arrivé au Colorado, c'était quoi l'itinéraire? Ben, l'idée, c'était de pas arriver directement à 3000 mètres. Je pense que ce serait facile là, d'arriver... en fait, ce serait difficile d'arriver à 3000 mètres puis de s'ajuster rapidement. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est faire une transition en quelque sorte. Ouais. Donc, on est allé passer 4-5 jours à Boulder, qui est plus autour de 1600 mètres. On s'est adapté un peu. On a passé une ou deux nuits à 2000 mètres, 2200 mètres. Et puis, après ça, on est venu ici faire la reco. Je t'avouerai que moi, l'altitude, je l'ai quand même trouvé dur, malgré l'acclimatation qu'on avait mis en place. Mais je pense aussi qu'il y avait de la fatigue résiduelle là, de ma Swiss Canyon qui était vraiment 2 semaines avant, en quelque sorte. Donc, j'étais un peu fatiguée. La soft rock, je l'ai trouvée plus difficile que ça que j'aurais aimé, mais je me sentais pas bien.
Et puis après ça, les jours qui en ont suivi, je pense que mon corps s'est réajusté. Puis là, je suis dans les meilleures sensations, là. Donc, j'ai plus confiance, là, à aller à l'attaque demain, dès le 70e kilomètre. Parce que je pense que c'est le mot général de tout le monde qui est venu ici s'acclimater. Richard en parlait, je vais en parler avec d'autres invités qui reviennent plus tard, mais ça a l'air vraiment rough. Mentalement aussi, de dire, je sais que j'ai un bon fitness, je sais que je suis en forme, puis là, vraiment souffrir. Oui, ouais, c'est ça. En fait, c'est que en fait, tu peux être en forme à basse altitude, tu peux être en forme à haute altitude. Puis ce qui est important aussi à considérer, c'est que c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Ouais. Il y en a pour qui 2000 mètres, il y aura pas de problème, 3000 mètres, il y aura pas de problème, mais il y en a pour qui tout au contraire, dès 2000 mètres, ils vont ressentir des gros effets. Et puis l'important en fait, c'est de pas se comparer, mais quand on se lance sur une soft rock avec un Ludo Pomeray et une Camille Bruyas, c'est difficile de pas se comparer parce que ça se fait tout seul. Donc ouais, je pense que pour tous ceux qui viennent en altitude, c'est de peut-être bien prendre le temps là de faire les étapes comme il faut, pas juste se lancer de 3000 à 4000 mètres dès l'arrivée, disons. Non, puis la course, ça se passe en moyenne à 3300, fait que c'est quand même pas banal. Tu as fait des courses en altitude, la Western States, il y a un passage au début, l'UTMB, il y a des passages à 2009. Ici, 2009, c'est là où on se trouve en ce moment, là où il y a le départ, avant de monter dans la montagne. C'est pas la même game d'altitude comparée à d'autres courses, non? Non, pas du tout. Je pense que c'est... c'est sûr qu'il y a des courses qui sont similaires en termes d'altitude, mais il y en a pas beaucoup, surtout d'un point de vue compétitif. Là, je pense que Hard Rock, c'est vraiment celle qui est le plus renommée avec le plus haut niveau d'altitude. Donc, je pense que ouais, effectivement, c'est l'enjeu qui est le plus flagrant dans cette course-ci. Ouais. Parlons de la soft rock. Vous avez fait le tour en 4 jours. Toi, c'était la première fois que tu faisais le grand tour de la Hard Rock. Comment t'as trouvé ça? J'ai adoré. En fait, c'est un super beau parcours. Tu montes. En fait, les vues sont magnifiques là. Puis je suis comme pour l'UTMB quand j'avais reconnu le parcours en 4 jours. Je trouve ça cool de pouvoir le faire parce que il y a une grande partie qu'on va faire durant la nuit. D'ailleurs, moi, la partie que je vais pacer, ça va probablement être toute la nuit en fait. Nuit. Donc, ça a été cool de faire parce que les montagnes sont magnifiques, les points de vue sont vraiment magnifiques et puis ouais, c'est différent. C'est plus technique que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Ouais, il y a des passages quand même. Il y a des passages où, ouais, à un moment donné, moi, je me suis retrouvée tout seule, puis je me suis demandé si c'est vraiment là qu'on devait passer. Puis il y a aussi la dernière journée, en fait, on s'est pris un assez gros orage et puis c'est sûr que les éclairs et le tonnerre ils sonnent beaucoup plus fort à 4000 mètres, donc c'est tous des facteurs quand même qui jouent là dans la préparation. Ouais, puis t'es complètement à découvert. Je veux dire, quand t'es à 4000, il y a pas d'arbres, il y a pas de cabane, il y a pas de petits toits. Moi, je me rappelle, on parle de ça me fait penser le film sur Mathieu, son SIA, quand il est au-dessus de Jacques Cartier, je pense qu'il était avec Rémi, puis ils sont pognés dans une tempête, mais ils ont trouvé un petit toit. Là, ici, quand t'es exposé puis il y a un orage qui tombe, ben t'espères qu'il tombe pas sur toi, puis c'est pas mal la seule chose que tu peux faire. Ouais, exact. Puis t'es vraiment dans des montagnes où je vais utiliser le terme anglophone remote, là. Ouais. T'es vraiment loin. Et donc, ta seule option, en vrai, c'est de monter la montagne et de passer de l'autre côté. Sinon, il faut que quelqu'un fasse 4 ou 5 heures de route pour venir te chercher. Bon, c'est sûr que si vraiment les conditions sont dangereuses, on devrait pas le faire. Mais pour nous, ça a été quand même la dernière journée, je te dirais, je me suis posé la question à savoir si on devrait passer ou pas le dernier pass là, qui nous amenait vers Telluride. OK. Est-ce que le plan de match avec Camille pour le pacing, c'est précisé au-delà des kilomètres de ce que tu vas faire, de comment vous vous positionnez? Est-ce que tu as un rôle comme pacer? Est-ce que vous avez eu ces discussions-là en amont ou vous allez juste vous amuser toute la nuit à courir dans les montagnes? Ben c'est sûr qu'on va s'amuser, ça va être le principe de base, mais on a discuté, c'est sûr qu'il y a certaines sections où ça pourrait être très facile là, de bifurquer de la course. Donc c'est pour ça que ça aide aussi que j'ai fait le soft track parce que j'ai quand même une bonne visualisation là, de où est-ce qu'on s'en va. Donc je pense que tout dépendamment de où est-ce qu'on se retrouve dans la course, il y a des moments où ça serait plus important pour moi d'être potentiellement 30 mètres devant, juste s'assurer qu'on aille dans la bonne direction. Ouais. Il y a d'autres moments, évidemment, là, quand tu pars de Hurry, je m'attends à ce que Camille arrive à Hurry vers 4 heures de l'après-midi ou en tout cas en clarté, donc il n'y a pas de problème pour cette portion-là. Ce sera pas une question trop de guider, mais c'est vrai que le rôle de pacing ici même durant la nuit, ça va être beaucoup s'assurer que on emprunte les bons sentiers, puis il y a beaucoup de c'est sentiers en guillemets là, parce qu'il y a des sections de la course où c'est pas nécessairement des sentiers, c'est tu coupes à travers une montagne et puis ça va juste être de s'assurer qu'on coupe de la bonne façon. On parle beaucoup de l'acclimatation à l'altitude comme étant un défi ici, mais je pense que le balisage qui est quand même minimal, puis le fait que tu cours dans des sections qui sont
au-dessus de la ligne d'arbre, donc il y a un sentier, mais il n'y a pas de sentier. C'est pas le Mont-Albert où tu as un petit passage en bois qui te dit c'est où le sentier. Là, dans ce cas-ci, tu arrives en haut puis tu te promènes dans un cap rocheux. Ouais, exact. Ouais, puis il y a des montagnes où, notamment après Maggie Gulch, vers la fin de la course, il y a une montagne où tu as l'impression, en fait, juste de couper à travers. Il y a pas de sentier. À chaque fois qu'on le fait, on n'est pas sûr c'était quoi le sentier exactement. Mais maintenant, on visualise bien là c'est quoi la montagne qu'il faut monter, mais il faut pas non plus négliger que la nuit, ça aura pas le même effet. Après 50-60 km, peut-être qu'on ne sera pas aussi lucide. C'est sûr que Camille sera moins lucide que moi encore. Donc, c'est une responsabilité que je devrais prendre au sérieux. Puis s'assurer que je l'amène à bon port à Cunningham pour les 16 derniers kilomètres. C'est un défi pour toi de se dire qu'on part pour 80 km de pacing, dans le sens où ta job de pacer est un ultra extrêmement long dans des montagnes reculées. On est loin d'autres courses où le pacer a le dernier 20 km, il est frais quand le coureur l'est plus. Là, dans ce cas-ci, il y a quand même un défi de, oui, il faut que tu supportes Camille, mais toi, faut que tu penses à toi aussi comme coureuse, parce que faut pas que tu t'exploses puis que tu finisses par perdre Camille ou qu'elle te drop, ou tu veux pas vivre ces situations-là. Ouais, je veux pas vivre, mais je pense que je veux pas vivre ces situations-là, mais je pense que les deux, on est aussi très à l'aise avec le fait que moi, je vais donner le maximum de moi-même. Puis si pour une raison X, Camille est même plus forte que moi, je pense qu'elle elle m'en voudra pas, dans le sens que on a pris la décision de faire ça ensemble. Mais l'autre affaire aussi, c'est sûr que moi, j'ai traité cet ultra-là pas non plus juste comme du pacing. Là. Ouais. Je suis venue, je me suis bien préparée, j'ai fait un taper, je prends la course au sérieux. Là. Je pense que c'est ça la différence, c'est que quand tu as juste 20 ou 30 km, effectivement, je pense que tu peux te permettre d'être peut-être un peu plus lousse en quelque sorte, mais là, pour le moment, non, faut que je me repose, puis c'est une question... c'est ça, moi, il faut que je prenne soin de moi, puis c'est ça le danger aussi, c'est que quand tu fais du pacing, tu es toujours en train de penser par rapport à ton coureur, mais c'est sûr que moi, par en 80 km, il va pas falloir que j'oublie de m'hydrater, de manger, de me couvrir, de prendre les décisions que je devrais prendre pour moi-même, tout en, évidemment, appuyant Camille dans sa démarche. Vous avez logé, je pense, avec François Den, qui l'a complété 2 fois, qui connaît bien le parcours, qui l'a remporté. Camille, c'est sa première fois sur le parcours. Toi aussi. Est-ce que vous avez eu des petits conseils spéciaux de quelqu'un qui l'a déjà fait? Ouais, on a eu des conseils, c'est sûr. On a fait des sorties avec lui, donc on a pu aussi identifier là, certains endroits à niveau stratégique un peu aussi. Mais ce qui est cool aussi, c'est que Camille elle-même, elle est venue la dernière fois que François a fait la course. Donc, elle a pu aller le suivre là, à différents endroits sur le parcours. Donc, elle avait même l'expérience, là, comment ça fonctionnait et tout. Mais oui, c'est sûr que en ultra, tu peux jamais avoir trop de conseils et puis on va les prendre comme on peut. Donc, on a eu les conseils de François, mais on a aussi eu multiples conseils de Ludo, qui avait déjà fait le parcours, qui a beaucoup d'années d'expérience derrière la cravate. Et donc, même si c'est des conseils qui peuvent bien s'appliquer pour la Hard Rock, c'est bien aussi de les avoir là, pour toute autre course qu'on pourrait faire dans le futur. Là, ça va être la portion, je sais pas si on peut l'appeler potin, mais on a reçu Ludo hier au podcast. Je l'avais reçu dans le passé au podcast. C'est un homme qui me semble très en contrôle, puis oui, il fait des blagues, mais je pense que les fois que je l'ai en entrevue, puis tu sais, il est là pour raconter des histoires. Mais là, vous avez eu l'air d'avoir vraiment beaucoup de fun dans votre soft truck. C'est quoi la chose que tu as découvert sur Ludovic à passer 4 jours comme ça avec lui, que tu pensais pas ou qui t'a surpris? Ben ouais, moi je le connaissais pas tant que ça en fait, puis j'ai adoré son approche. Il y a une approche qui est ultra relax. En fait, ça a été un vrai plaisir. Je pense que ouais, en fait, moi c'est toujours le côté que j'apprécie le plus chez les coureurs, c'est ceux qui sont capables de s'adapter à leurs environnements, puis de prendre les choses au fur et à mesure et d'être en fait de pas vouloir tout contrôler. Ouais. Et puis Ludo n'aurait pas pu plus être ça. Il s'est très bien adapté à notre soft rock. Il a été super. Une compagnie incroyablement agréable. Et puis non, les blagues, je pense qu'il s'est rentré dans nos jokes assez rapidement. Puis ouais, c'est le côté que j'ai vraiment apprécié. Je trouve ça beau de voir que avec toute l'expérience qu'il a, il a pas du tout, tu sais, il était tellement flexible, tellement relax. Et puis moi, c'est toujours quelque chose, c'est 2 choses que j'adore voir chez les gens. Puis je pense aussi que c'est des qualités qui font de lui un très bon coureur, parce qu'il va s'adapter aux choses qui arrivent
qui lui arrive durant un ultra. Ouais, c'est ça. Je pense que dans notre sport, c'est dur d'être rigide. Faut être un peu plus agile puis naviguer avec la vague, peu importe dans quelle direction elle va. Là. Ouais. Puis j'ajouterais aussi qu'il était ultra généreux. Là. Le matin, il nous faisait du bacon et on commençait les journées, on se faisait réveiller avec l'odeur du bacon de Ludo. Donc, on était très contentes. Donc, c'était très cool de pouvoir faire ça avec lui. Très cool. Avant qu'on passe à la portion UTMB, parce que c'est ce qui s'en vient pour toi, là, la Hard Rock, je sais que tu avais mis ton nom dans la page il y a 2 ans, quand il y avait une espèce de mouvement de on veut plus de femmes qui tentent leur chance parce que ça va permettre à plus de femmes de faire la Hard Rock. Mais là, après avoir vécu plein de portions du parcours, la Soft Rock, là, tu t'en vas sur une nuit de pacing sur le parcours. Est-ce que c'est une course qui s'ajoute à la bucket list de Marianne? Ouais, ça s'ajoute à la bucket list, c'est sûr. Pour être transparente, je suis pas sûre que ça s'ajoute à l'année 2025, mais c'est sûr que ça va être une course bucket list que je vais vouloir revenir faire. Mais je sais pas encore si ça va être pour l'année 2025. Puis c'est ça qui est difficile avec cette course aussi, c'est que il y a la question de la loterie. Donc est-ce qu'on met notre nom dans la loterie pour augmenter nos chances l'année prochaine ou l'année d'après plutôt, ou est-ce qu'on attend de voir quand on est vraiment prêt. Donc on va voir. L'UTMB s'en vient. J'ai l'impression que c'est une super préparation. On a vu dans les dernières années des coureurs avoir du succès à l'UTMB après avoir fait la Hard Rock. Là, dans ce cas-ci, j'ai l'impression que tu as comme le meilleur des deux mondes. Tu as l'entraînement dans les grosses montagnes ici. Tu as un 50 miles à 1 mois de l'UTMB dans les sentiers de la Hard Rock. C'est quand même une très bonne préparation avec ce qui s'en vient cette nuit. Comment tu te sens à l'approche de l'UTMB? Ben, je me sens bien. Je suis contente aussi d'avoir le mois qui reste. Même, je vais dire qu'il y a 1 mois et demi environ, puis je vais le prendre, la demi qui reste. En toute transparence, je pense que j'ai été surprise aussi que ça me prenne plus de temps à faire revenir à un niveau de forme qui me convient. Et puis, je suis pas tout à fait là, mais j'ai confiance que avec le mois et demi de préparation qui reste, je vais y arriver. Puis, c'est certain que, en fait, la préparation ici, ça m'a aidé. Juste l'altitude, c'est sûr que ça va m'aider. Mais les grosses journées, la reco de la Hard Rock, je pense que c'est une préparation parfaite là pour l'UTMB. Mais c'est vrai que le 80 km que je vais faire demain devrait être une échelle une marge de plus dans l'échelle que j'ai à grimper pour l'UTMB. Mais ouais, il reste du travail à faire encore. Je suis pas tout à fait prête là. Je suis contente que le départ soit pas demain, disons. C'est pour ça qu'il y a 1 mois et demi. Ouais, voilà. Après la Hard Rock, c'est quoi le plan de match? Est-ce que tu retournes tout de suite en France? Ben, je vais rester un peu encore au Colorado. Comme j'ai vécu ici 3 ans, j'ai des bons amis encore qui habitent à Boulder, donc je vais aller les visiter. Et puis, je retourne en Europe le 25 juillet pour la dernière préparation. Là, c'est sûr que là, ça va être le dernier mois. Ouais. Et puis, là, ça va être un vrai mois. Ouais, là, ça va être un vrai mois. Et puis, là, ça devrait s'enchaîner. Là, j'ai des bons plans aussi pour les dernières semaines avant la préparation avant l'UTMB. Puis, on va voir, mais j'ai bien hâte de me retrouver sur la ligne de départ puis entendre la musique. Je comprends. On aura sûrement l'occasion de s'en reparler parce qu'on a comme une série en continu. Il n'y a pas de fin à ça, j'ai l'impression. Jamais de fin. Toujours en fait, je te le dis, mais c'est toujours les épisodes où je reçois le plus de messages. Je pense que les gens t'ont adopté, ça fait longtemps, mais je pense que ton approche du sport, puis j'écoutais le documentaire sur Courtney il y a 2 jours, puis je pense que c'est ce genre de personnalité-là, ce que t'amènes au sport, ce qu'une Courtney amène au sport pour les fans, ceux qui te suivent, ceux qui regardent ce que tu fais. Ludo est un peu dans cette catégorie-là. Je pense que c'est ça qui parle aux gens. Ça a toujours autant d'impact quand on sort un épisode, puis maintenant on s'était dit là, c'est rendu trop 18 passages, puis à chaque fois, non, les gens en redemandent, fait que je veux pas te mettre de pression, mais les gens aiment beaucoup ça. Ben, ça va me faire plaisir de revenir. Moi, je trouve ça cool parce que ça me fait un petit check-in aussi. Ouais. Je me questionne sur les choses que j'ai fait récemment. Puis, non, j'apprécie, ouais. Comme un petit bilan qui vient de temps en temps. Là, Marianne, il y a un segment dans la série sur les sentiers de la Hard Rock qui s'appelle le segment bière d'après-course, présenté par Noctem. Puis là, ben, ils sont là depuis tantôt sur le comptoir. Je suis allé avec un programme double pour toi et Camille. Je me dis, là, la bière d'après-course, c'est aussi bon pour la pacer qui se tape 80 km que pour la coureuse qui va s'en être tapé 160 et quelques. Fait que vous avez chacun une pas sortie du bois. C'est une petite session à piller. Ça passe quand même bien après 160 kilos pour Camille. Surtout et pour qu'on tout. va arriver
en fait, moi, je vais avoir terminé un peu plus tôt, mais Camille, elle devrait arriver là, dans la matinée de samedi. Donc, une petite session, ça doit être parfait pour elle. Pas de pression, ça passera quand tu veux, mais je pense que ça va bien passer pour l'après-course. Ouais, c'est parfait. Marianne, merci beaucoup. Ça a toujours été, comme d'habitude, c'est un plaisir de jaser de trail puis de cette course-là qui s'en vient. Je pense d'avoir beaucoup de fun. Avoir le fun que vous avez eu l'air d'avoir sur la Soft Rock. Là, avec la nuit, avec la Pain Cave, avec tout ce qu'une course peut amener, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de fun et puis il va y avoir des bonnes anecdotes qui vont ressortir de cette nuit-là. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir en fait qu'est-ce qui va en ressortir. Ça va être une nuit mémorable, je pense. Fait que bonne Hard Rock, Marianne, puis merci beaucoup. Merci à toi. Ciao! Ciao! Sur les sentiers de la Hard Rock est présenté par NAC, le partenaire officiel de la série et la référence mondiale en nutrition pour sport d'endurance. Le partenaire équipementier de la série est le fabricant suisse On, alors que le partenaire voyage est l'équipe Simpson, un cabinet multiprêt hypothèque. Le partenaire brassicole est Noctem Artisan Brasseur. Je tiens aussi à remercier David Hébert pour le design graphique du podcast. Merci aux fidèles auditeurs qui sont présents semaine après semaine depuis bientôt 4 ans. Merci aussi à ma blonde Jenny, ma mère Nathalie et mon gars Elliot qui sont avec moi au Colorado pour cette série d'épisodes. Mon nom est Yannick Vézina et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.